Mettre des mots sur nos souvenirs, nos émotions, c'est un peu comme gravir un sommet. C'est prendre de la hauteur et du recul, retrouver la sérénité. Je voulais me rendre compte si j'étais capable de le faire en fait, parce que on se dit toujours qu'on peut commencer à écrire un peu comme on veut, mais c'est que quand on commence à mettre entre guillemets les mains dedans que on se rend compte que c'est pas une activité facile. Et je me suis donné un peu ce challenge de savoir si j'en étais capable, et ça a été le cas pour moi, enfin je pense en tout cas. J'ai un petit bouquin que je traîne partout, que je note. En fait, ce sont des mots qui se transforment en phrases, qui se transforment en livres. L'impression du livre, c'est quelque chose de magique. C'est un moment privilégié de tourner les pages de papier avec une histoire, son histoire. Au départ, c'est se prouver que l'on est capable de réaliser quelque chose, de faire un document abouti sur une idée, sur une histoire. Tout le monde ne se lance pas, bien sûr, dans l'écriture d'un ouvrage, même si pendant la pandémie, les éditeurs ont croulé sous le poids incroyable des manuscrits qui leur ont été envoyés. Mais écrire, c'est pas écrire un livre. On écrit pourquoi? Pour dire, bien sûr, et on peut écrire n'importe où, sur n'importe quoi, sur du papier, sur un écran, sur un mur. Écrire, c'est un outil, soit. C'est aussi une envie, souvent. C'est une passion également. Mais c'est aussi une souffrance. Et puis, c'est peut-être un non-sens aujourd'hui. Écrire, c'est une souffrance parce qu'on sait implicitement que les mots vont avoir du mal à venir. Pas parce qu'on les connaît pas, mais parce qu'on n'est pas sûr qu'ils vont être au rendez-vous de ce qu'on veut dire. Alors, est-ce que c'est un non-sens aujourd'hui de vouloir produire cet effort, de s'imposer cette souffrance quand il y a des logiciels prêts à le faire pour nous? Eh bien, la réponse, elle est indubitablement oui, 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 oui. Oui, parce que ça nous laisse maître de notre pensée. Parce que les mots écrits vont beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Le mot écrit, il a une résonance. On n'utilise pas à l'écrit un mot au hasard. Il a son poids, il a un sens. Et puis, il parle de nous au-delà de ce qu'on croit lui faire dire. L'écriture, elle permet de se lâcher, de libérer son trop-plein d'émotions en les couchant sur le papier. La phrase couchée sur le papier, ça signifie bien qu'on va vers un apaisement. Donc cet écrit-là, il va permettre de prendre du recul, de faire sortir ce qui déborde pour l'éponger lors de la relecture. Écrire, ça fait grandir, ça nous fait mûrir, ça nous offre un miroir dans lequel on va être surpris de se voir autrement, plus profond, plus inventif, davantage capable d'exprimer son moi sincère. Parce qu'écrire, ça apporte de la consistance, ça nous permet de plus être dans la superficialité, mais dans notre vérité. Écrire, c'est aussi le moyen de retrouver des mots qu'on connaît, mais qu'on a oubliés, qui sont enfouis en nous, et qui, en les redécouvrant, nous ouvrent de nouveaux horizons. Et puis les mots écrits, ça laisse une trace mémorielle de ce qu'on a à un instant donné pensé, ou de ce qu'à une époque on a été. Écrire, c'est aussi un métier. Faire partie des écrivains conseils, c'est associer la passion des mots et la passion des autres. Le Groupement des écrivains conseils, c'est une association, un réseau national de prestataires en écriture, des professionnels de l'écriture pour autrui, des écrivains publics, des biographes, des correcteurs, des animateurs d'ateliers d'écriture, des rédacteurs web. En fait, tous les métiers qui consistent à réaliser des prestations d'écriture pour un client. Alors pourquoi écrivain conseil? Eh bien d'abord pour réunir tous ces métiers différents sous une même appellation, et puis parce qu'aujourd'hui, le conseil est vraiment indissociable de l'écriture. Pour devenir écrivain conseil, il faut bien évidemment posséder de très solides compétences en écriture, mais aussi des qualités humaines qui sont les qualités de l'accompagnement et du conseil. Nos valeurs fondamentales, les valeurs du grec, ce sont le partage, la solidarité et l'entraide, la loyauté, le respect, respect des autres membres de l'association, respect des clients et respect de nos engagements, et la qualité. Et ces valeurs, on les retrouve inscrites sous forme d'engagement
dans la charte du grec qui définit une déontologie commune à tous les membres de l'association. Et cette charte, elle garantit aux clients le respect, le non-jugement, la bienveillance, la confidentialité et le professionnalisme. Une fois que mon projet a été arrêté, que j'ai vraiment décidé de devenir écrivain conseil ou écrivain public, il m'a paru évident de rejoindre un groupe, de m'inscrire dans un réseau. Et c'est le grec que j'ai choisi pour toutes les qualités que je lui reconnaissais, c'est-à-dire la convivialité, la solidarité, l'humilité, mais aussi l'exigence au regard de l'écriture d'une part, et puis l'exigence au regard de l'écriture pour autrui d'autre part. Quand j'ai découvert le groupement des écrivains conseils, je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose de regrouper un petit peu toutes ces compétences derrière une appellation un peu plus globale qui ne m'empêche pas en plus de développer d'autres compétences, mais qui me permet d'avoir une cohérence en fait, de regrouper tout ça. Et en plus de me rapprocher d'un groupe pour briser un peu cet isolement qu'on a quand on travaille seul chez soi. Et en plus, ça a été vraiment l'opportunité de trouver des gens vraiment bienveillants qui sont toujours prêts à nous conseiller, à nous aider. Et donc, ça a été vraiment, vraiment un plus pour moi. J'ai choisi ce métier parce que j'aime les mots, j'aime les gens, ou alors j'aime les gens et les mots. C'est un métier au service des autres, un métier destiné à ceux qui ont une demande spécifique, ont besoin d'être écoutés, d'être entendus. Et je dirais que, en étant un métier de service, c'est un métier qui fait du bien à l'autre, donc du bien à soi. Ce monsieur de 98 ans qui m'a remercié de l'avoir accompagné dans l'écriture de son livre et qui m'a dit, finalement, grâce à vous, grâce à ce chemin qu'on a fait ensemble, j'ai vraiment pu constater que j'ai été un homme heureux. Ça, c'est magnifique, non? Ou cette dame qui a eu l'impression d'avoir existé parce qu'on parlait d'elle dans un livre, parce qu'elle parlait d'elle dans ce livre. C'est cette jeune femme de 35 ans qui avait vécu une histoire douloureuse et qui m'a dit, maintenant que c'est écrit, je vais pouvoir oublier. J'ai choisi un métier qui me paraissait pouvoir faire se réunir l'intérêt de l'écrit et le service aux autres. Les dossiers de presse, c'est véritablement ce que je préfère. D'abord parce que ça permet de mettre en valeur un parcours, un savoir-faire et de donner envie à n'importe qui de s'intéresser à un événement. Et puis, ça me permet de côtoyer des gens très différents, que ce soit du domaine artistique, industriel, artisanal, commercial ou autre. J'aime toutes les prestations que je propose en lien avec l'écriture. Passer de la biographie d'une centenaire à l'éloge funèbre d'un jeune homme, d'un roman légèrement érotique au récit de voyage d'un marcheur, d'un courrier de demande de pardon à une lettre de motivation, ou d'un cours d'orthographe d'un adulte complexé à un atelier d'écriture à destination des aidants, eh bien tout me contente pareillement. J'aime justement cette diversité. Corriger pour moi est un challenge, voire un jeu. Je traque les fautes d'orthographe, de syntaxe, de grammaire, de typographie, mais aussi les incohérences, les contresens, et parfois, souvent, reformule. Le travail de correction est un travail d'orfèvre, et aucun logiciel de correction ne peut remplacer l'œil humain. Ce travail de fourmi demande beaucoup d'attention et de concentration. Ce métier est avant tout un métier de relation. Il faut savoir être à l'écoute. Ces qualités sont nécessaires
pour ne pas dénaturer les propos de nos clients et produire des écrits de qualité. Bien entendu, des capacités rédactionnelles, une excellente orthographe et une grande rigueur sont indispensables. Être écrivain conseil me permet de concilier ma passion pour les mots et pour les autres et d'exercer un métier au plus près de mes valeurs. Et ça me donne vraiment envie de retourner voir ces personnes qui ont eu des vies extraordinaires, qui ont parfois des difficultés à les raconter. Et je trouve que c'est important de maintenir le souvenir de ces personnes-là. Ce que j'apporte à mes clients, c'est la sérénité pour pouvoir être accompagné et aussi de la clarté parce que c'est pas évident de reconstruire tous les morceaux d'un puzzle d'une vie. Et puis aussi, il y a vraiment un travail de partenariat. Je vois ça comme une vraie co-création. J'ai la passion des existences à travers le parcours et le sens qu'on leur donne. J'adore aider les gens à se découvrir par l'écriture, à découvrir leur existence qui demande beaucoup de temps. Moi, mon but, c'est de les aider à mieux se comprendre, comme on peut se voir devant un miroir, et de progresser sur soi-même pour comprendre le sens, la signification de sa vie. Voilà. C'est vraiment une passion utile. J'essaie toujours de prêter une oreille attentive, bienveillante, empathique, respectueuse, et puis de les amener chaque fois que c'est possible, et ça ne l'est pas toujours, vers une autonomie. Dans mes interventions, j'essaie aussi de rassurer mes clients sur leurs valeurs, à leur faire sentir que, au fond, leur identité ne se réduit pas à leur bagage scolaire, à leur niveau de français ou d'orthographe, à leurs compétences rédactionnelles. Et j'ai à cœur de rappeler à chacun, chaque fois que je le peux, que toute vie est précieuse, qu'aucune existence est inintéressante et que chacun a sa place dans notre société. Je crois au fond que je sais mettre mes clients à l'aise par ma posture que j'espère humble et puis par l'humour que j'aime beaucoup manier en toutes circonstances. Une anecdote. Alors une anecdote, j'en ai pas vraiment, mais je pense à Gabriel Sarra, qui est ce cancérologue qui a énoncé les 5 mots à dire avant de mourir, qu'il est bon de dire avant de mourir. C'est je te pardonne, pardonne-moi, je t'aime, merci, au revoir. En biographie hospitalière, ces mots-là sont dits, ces mots-là sont écrits et ces mots-là restent pour les personnes. Et je pense à une dame en particulier dont toute la vie a été marquée par le silence et l'impossibilité de parler, et qui justement, au moment de mourir, s'est saisie de l'opportunité d'écrire un livre pour pouvoir faire un très long message d'amour à ses enfants et leur expliquer qu'elle serait toujours là pour eux. Et c'est pas une anecdote, ça fait partie des choses immenses que l'on peut vivre dans ce métier. Alors, se mettre à écrire. Blondin disait, il faut écrire bourré et puis se relire à jeun. C'est pas vraiment nécessaire. On peut aussi essayer d'autres méthodes et il en existe une qui marche très bien, c'est de participer à un atelier d'écriture. Dans un atelier d'écriture, le cadre, il est posé, il est rassurant. La bienveillance est là, l'écoute aussi, parce qu'on est invité à partager. C'est un temps pour soi, c'est un temps pour se trouver. Tous les participants aux ateliers d'écriture qu'on a organisés ont fait le même constat au début. On a un petit peu peur, disent-ils. Puis au fur et à mesure, on se lâche, puis à la fin, on est heureux. On a écrit, on a produit des textes qu'on est surpris d'avoir produits. Dans un atelier, on est loin des contraintes académiques. On désacralise de l'écrit avec un grand E. On peut faire des fautes, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est de trouver le chemin de sa plume. Mon désir le plus cher est de promouvoir ces ateliers d'écriture pour permettre au plus grand nombre de prendre conscience de son propre potentiel à créer par l'écriture et à se faire plaisir de cette manière-là. Les ateliers d'écriture, ça se déroule sur 2 heures, sur 3 heures, tout dépend des modalités que l'on a choisies. Et il faut savoir que tout peut être prétexte à l'écriture, c'est-à-dire que l'on peut partir d'une photo, d'une vidéo, d'une musique, d'un son,
d'un objet qu'on aurait touché, d'une odeur, un parfum de notre enfance ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, tout est permis. On peut écrire en prose, on peut écrire en vers, on écrit ce que l'on veut. C'est ces instants-là qui font que les ateliers d'écriture sont très importants pour moi et je le pense, importants pour les personnes qui participent régulièrement. La grande question aussi, c'est écrire à la main ou sur un clavier? A priori, peu de personnes se posent cette question aujourd'hui parce que le numérique fait partie de nos outils essentiels dans la communication écrite. Et puis c'est vrai qu'un texte écrit sur un ordinateur est bien propre, bien calibré, à la différence d'un gribouillis plein de ratures qu'en plus il faudra recopier. Et la différence entre les deux, elle est bien plus importante que l'apparence du résultat. Lorsqu'on écrit à la main, le corps est engagé et les zones du cerveau qu'on sollicite ne sont pas du tout les mêmes que lorsqu'on écrit sur un clavier. Aux États-Unis, il y a 15 États qui avaient supprimé le crayon et le papier et 14 d'entre eux qui y sont revenus après que des chercheurs en neurosciences ont découvert l'effet dévastateur de cette suppression sur la mémorisation et, dans le même temps, un lien entre la maîtrise de l'écriture et les résultats scolaires. Il a été aussi établi que l'écriture manuscrite maintient le cerveau dans un niveau d'activité qui ralentit son vieillissement. Alors, sans rentrer dans le détail des neurosciences cognitives, vu qu'on n'a ni le temps ni surtout les compétences pour le faire, le risque de passer à côté de quelque chose d'important dans la construction des cerveaux des enfants est quand même à prendre en considération. Bernard Bouvet est le chevalier en titre de cette croisade pour défendre l'écriture manuscrite. C'est un ancien dirigeant d'une société fabriquant des cartes postales et il a organisé avec son ami toujours, Patrice Laffont, un concours d'écriture destiné à tous les enfants et adolescents autour de ce qu'il a appelé la semaine de l'écriture. Mon objectif, c'était de conserver l'apprentissage de l'écriture manuelle en France. Et c'est pas du tout la même chose pour le développement du cerveau, d'écrire à la main ou de taper sur un clavier. Pour moi, c'est un enjeu de société. Et c'est un enjeu de société parce qu'on va pas laisser la place à l'intelligence artificielle. Si on continue à écrire à la main, si on continue à s'envoyer des cartes postales, c'est l'avenir de l'être humain qui est dans nos mains, entre le cerveau et la main. C'est de rester maître de notre destin et de notre humanité. Je crois vraiment que ça peut pas s'arrêter comme ça. Le thème qui a été le plus émouvant pour nous, c'était en 2020, et c'était ce qui nous rend heureux, ce qui me rend heureux, je crois, le thème. Là, c'était très émouvant, et c'est pour ça que on veut changer de texte tous les ans et on changera régulièrement. Et je pense que l'année prochaine, on veut trouver où les enfants peuvent s'exprimer, peuvent sortir ce qu'ils ont envie de sortir, quoi, et trouver un thème qui est au plus profond d'eux-mêmes et du ressenti d'un enfant, quoi. C'est merveilleux pour nous. Et puis, il y a cette intelligence artificielle qui propose d'écrire à notre place. C'est un outil qui est désormais présent et qu'il va falloir apprivoiser puis intégrer dans nos vies. Pour le moment, il n'est pas si performant que ça, mais il le devient chaque jour davantage. Alors, on va devoir s'en accommoder. Mais il va falloir surtout rester attentif à ce qui ne grignote pas cet espace de liberté qu'est notre potentiel à nous exprimer. Sans parler du risque d'abrutissement et d'infantilisation qui déjà rôde autour de nous. Hier, il y a un certain nombre d'années, c'est vrai, la notice d'utilisation des voitures nous expliquait comment on pouvait changer les soupapes. Aujourd'hui, elle nous avertit qu'il ne faut pas boire l'eau de la batterie. Et qu'est-ce qui restera du partage de nos émotions, de nos indignations, de nos intuitions créatrices, si nous laissons une machine se servir de tous nos mots pour faire croire que c'est nous qui communiquons? Demandons à ChatGPT de nous faire une lettre de motivation pour une école de journalisme, domaine scientifique, en 1 page maximum. On écrit donc la question en langage naturel et on attend la réponse. Pas mal, mais trop de répétitions et trop long.
ChatGPT a la gentillesse de nous remercier de nos retours et de nous proposer une version plus concise et sans répétition. Une dernière question pour la route. Définition du métier d'écrivain conseil en 5 lignes.